Donc, la forêt, dernier refuge à la liberté, est le sujet qui nous réunit toutes et tous ce soir. Donc, je m'appelle Damien Soldadier, j'ai eu le plaisir de participer à l'élaboration du programme des conférences de l'édition de Climax de cette année, donc l'Amazonie ou le déracinement du monde, où l'une des racines que nous souhaitions explorer était le déracinement des esclaves et également une autre, le déracinement des sociétés modernes. Donc, à travers cette conférence, nous allons voir ces deux racines. Donc, car il n'y a pas de refuge sans fuite, et qu'il n'y a pas de fuite sans menace, il n'y a pas de fuite sans disparition. Et sans faire corps, esprit, âme avec des refuges résistants contre une certaine occupation économique du monde. Il y a eu en France métropolitaine, en Guyane, au Brésil comme ailleurs, des communautés qui se sont dressées et se dressent encore contre cet ordre prédateur, s'abattant de manière indifférenciée sur les humains comme les non-humains. Donc, c'est l'histoire de ces communautés que nous allons voir lors de cette conférence. Donc, Marie-Georges Thébia, bonsoir. Vous êtes historienne, vous êtes également auteur. Vous avez écrit un livre pour enfants du titre « Mon nom est Copena », racontant l'histoire d'un jeune esclave qui fuit les colonies pour se réfugier dans les communautés marronnes. Donc, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le marronnage selon vous? Quel système ces esclaves fuyaient-ils? Et pourquoi avoir voulu transmettre cette histoire aux jeunes? On a un micro là. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc, je suis Marie-Georges Thébia, historienne guyanaise. La Guyane, ce territoire un peu perdu, ce territoire méconnu, dont on commence à parler depuis peu. Vous avez tous en mémoire, je l'espère, les événements de mars 2017. La Guyane, c'est aussi l'Amazonie française. Là aussi, j'espère qu'on pourra en parler. Et donc, je suis historienne et j'ai donc écrit plusieurs ouvrages sur l'esclavage. Et puis, un éditeur guyanais m'a demandé l'année dernière d'écrire un ouvrage pour les enfants. Donc j'étais un peu circonspecte. Les enfants, c'est une écriture un peu particulière, mais j'ai relevé le challenge et j'ai été vraiment heureuse d'y arriver parce que écrire pour des enfants, c'est assez compliqué. Il faut choisir ses mots. Et puis on avait un message à faire passer. On devait écrire pour les enfants et en particulier pour les enfants guyanais. Et on devait pallier un manque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, et c'est assez étonnant, il n'y avait pas d'ouvrage jeunesse parlant de l'esclavage en Guyane. Donc j'ai écrit un petit livre qui est le premier d'une série qui s'appelle Mon nom est Copena et qui raconte Copena est un personnage réel, c'est un marron, on va en parler. Et donc je me suis permise, entre guillemets, d'inventer, de recréer son enfance et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut expliquer que les esclaves guyanais, l'esclavage guyanais étant particulier, qu'est-ce qui peut faire que cette forêt qui était présentée comme quelque chose d'hostile, comme un territoire hostile, l'Église et aussi les tenants du système esclavagiste n'arrêtaient pas de répéter aux esclaves « n'y allez pas, c'est le danger, vous allez mourir ». Et à partir du moment où ils ont compris et surtout ils ont pris le pari de fuir, alors un marron, le terme marron vient de l'espagnol cimarrón, qui veut dire fugitif. Et les marrons, comme on les a appelés en Guyane, les nègres marrons, sont ceux qui ont fui ce système inique pour justement braver le danger de la forêt, pour tenter une expérience de contestation par l'élaboration de communautés. Donc ils ont fui l'habitation. Ils sont allés braver la forêt, le peu de chemin, la boue,
beaucoup les animaux, il faut le dire. Hein. Ils ne maîtrisaient pas ce territoire, mais ils ont été aidés, et ça c'est surprenant, c'est notre particularité en Guyane, c'est qu'ils ont été aidés dans leur fuite par les Amérindiens, on en parlera, qui leur ont permis de survivre, et ils ont aussi été aidés par des esclaves qui n'étaient pas nés sur l'habitation, ce qu'on a appelé les esclaves bossales, ceux qui avaient connu l'Afrique et qui savaient que cet environnement n'était pas si hostile que ça. Donc ils ont tenté l'aventure de la fuite, et on a des histoires de communautés, dont je ne vais pas entrer dans les détails, qui ont tenu en échec un certain temps les autorités coloniales, montrant à tous que c'était possible, que ces marrons pouvaient se structurer, pouvaient élaborer des communautés autour d'un chef et recréer en quelque sorte, alors je ne vais pas expliquer les détails, une espèce d'Afrique mythique, un retour aux terres, un retour à la forêt. Voilà, Très bien, merci beaucoup Marie-Georges. Denetem, tu es l'auteur du livre Fugitif ou courtu, au sein duquel tu as décrit, au sein duquel tu as décrit celles et ceux qui fuguent. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur le marronnage, sur les mêmes questions que j'ai posées à Marie-Georges, sur le système qu'il fuyait et la particularité de ces communautés afrodescendantes? Juste une petite précision. Cimarron, en effet, vient de l'espagnol, mais vient aussi d'une racine taïno au départ, qui est inconnue. Et il y a un détail qui est quand même important, c'est pas fugitif en général, ça désigne en fait les animaux ça désigne les animaux qui de domestiques retournent à l'état sauvage. C'est très important enfin, c'est pas, oui, non, mais c'est par rapport à ce que je développe aussi dans mon livre. Pourquoi, en fait, enfin, moi, j'ai pas du tout l'optique de la victimologie, l'optique aussi du paternalisme lié à une certaine lecture de l'histoire qui fait de l'abolition, en fait, le point central de l'histoire de l'esclavage. Et on le voit encore aujourd'hui à travers la série qui vient de sortir sur TF1, Marie, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, un truc bidon où en fait vous avez le syndrome de Schulcher, c'est-à-dire que Marie sauvait des anges, ou je sais plus quoi. Enfin, ça se passe en Martinique, sans doute sur une habitation des Békés. Les Békés, c'est la caste qui continue à avoir la majorité des terres en Martinique, et grâce à laquelle la Martinique est complètement pourrie par le chlordécone. Et donc, ce film a été tourné là-bas, donc sur une plantation, et vous avez une héroïne qui est blanche et qui libère en fait les esclaves et qui se montre gentille, etc., etc. Enfin bon, bref, c'est-à-dire le syndrome, enfin la lecture de l'esclave comme esclave docile. Donc, si on parle du marronnage, c'est justement pour montrer en fait les esclaves comme acteurs de leur propre histoire. Parce que le problème du récit de l'abolition, le problème d'un certain récit de l'histoire, c'est que ça perpétue la déshumanisation des Africains déportés et de leurs descendants en les maintenant dans un statut de victimes, de passifs, qui non seulement ont été esclavagisés par des Européens, mais doivent leur liberté à la République. Et donc, par exemple, commémorer 1848, l'abolition, la date actuelle de l'abolition, hein, ça permet aussi en même temps d'effacer en fait le fait que Napoléon a rétabli l'esclavage en 1802 en Guadeloupe. Il n'a pas pu la rétablir en Martinique puisque ça appartenait aux Anglais, et dans les autres territoires appartenant en fait au domaine français, sauf à Saint-Domingue où il y a eu la révolution haïtienne. Voilà. Donc, quand j'insiste sur la notion de le fait qu'au départ, cimarron, ça désigne l'animal, c'est-à-dire le taureau par exemple qu'on importe d'Espagne, qu'on amène sur l'île d'Hispaniola et qui s'échappe dans les bois, on va parler de tauros cimarrones. Et de même qu'on appelle le bétail qui part dans les bois, le bétail marron, on va appeler les nègres, les noirs esclavagisés, ceux qui partent dans les mornes, dans les forêts, on va les appeler negros cimarrones, d'où nègre marron, noir marron, nègre marron.
Et donc ça nous dit deux choses, que tout système esclavagiste, que ce soit celui des sultanats musulmans, que ce soit celui de l'Empire de Chine, que ce soit celui des Vikings qui faisaient des razzias dans l'Europe slave, parce qu'on oublie aussi, ou que ce soit celui de l'Empire romain, tout système d'esclavage est un système d'animalisation. Et d'autre part, que la libération suppose en fait une indocilité créatrice, une dédomestication, qui nous parle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, moi ça m'ennuie, les histoires de commémoration, c'est la meilleure façon de stériliser le passé. Ce qui est intéressant, c'est, si on s'intéresse au passé, c'est pour voir en quoi ça peut éclairer notre monde actuel et les luttes contemporaines. Voilà, je vais m'arrêter là déjà. Donc voilà, et c'est ce que je développe en fait. Je vois le marronnage en fait comme une façon en fait de restituer de l'humanité, l'action, la créativité des colonisés en général. C'est un modèle. Et il y a plein, et ce qui le prouve, c'est qu'au Brésil, actuellement même, tous les espaces de résistance sont conçus comme des quilombos, c'est-à-dire des communautés marronnes. Voilà. Merci pour ces précisions. Donc, Jean-Baptiste Vidalou, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Être forêt, au sein duquel vous contez notamment l'histoire des Cévennes et des Camisards au début du XVIIIe siècle. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette page de l'histoire française finalement qui n'est pas très connue? Contre quelle logique prédatrice les Camisards se battaient-ils? Et en quoi ça peut faire écho à ce que viennent de dire les deux autres intervenants sur le marronnage? Oui, tout à fait, je peux le dire. Mais déjà, bonjour à tout le monde. Ça fait plaisir de voir autant de monde qui s'intéresse en tout cas à ces questions-là de forêt. Et moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est des luttes en forêt. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les forêts? Et donc, j'aimerais bien un peu de relier, si on veut, ce qui vient d'être dit sur l'histoire du marronnage, même si, je le dis tout de suite, mon livre, il ne porte pas sur le marronnage. Là-dessus, vous pouvez vous référer bien plus largement à ce qu'a écrit Denethème, d'ailleurs, dans Fugitif ou Courtu et dans d'autres textes. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce livre, Être forêt, qui était publié il y a 2 ans déjà, aux éditions Zone, eh bien, c'était plutôt de voir comment, en fait, toute l'idéologie de l'aménagement du territoire, qui agit encore aujourd'hui d'ailleurs avec un ravage exceptionnel, eh bien, elle était liée à l'aménagement des forêts. Et d'ailleurs, le mot même aménagement vient du XVIIe siècle et où il était employé pour l'aménagement rationnel des forêts. Et c'est Colbert, avec ses ordonnances au XVIIe siècle, autour de 1660-1669, plus précisément, qui le premier a édifié le code forestier qui découle jusqu'à aujourd'hui et qui essaye en tout cas de rationaliser, d'arraisonner, comme certains diraient, la forêt comme un espace de production pour les seuls besoins de l'industrie. À l'époque, c'était la marine. Et d'ailleurs, référence intéressante, Colbert a été aussi celui qui a édicté le Code noir, donc le Code sur l'esclavage, sous Louis XIV. Donc c'est vraiment quand même ce XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, c'est une époque charnière importante pour ce qu'on vit encore aujourd'hui, dans comment toute la pensée coloniale et la pensée de l'aménagement du monde, réellement, des êtres et des choses, que ce soit les hommes ou les animaux, les humains ou les non-humains, eh bien, cette période est vraiment charnière. Et donc, tu parlais, Damien, des Camisards, mais d'abord, j'aurais plutôt parlé de la guerre des demoiselles en Ariège autour de 1830, parce que ça correspond exactement à une lutte, une guerre réellement à l'époque, contre justement ces nouveaux codes forestiers. Donc, je disais tout à l'heure, Colbert, c'est 1669, mais en 1827, il y a un nouveau code forestier qui restreint encore plus les droits des paysans et qui leur interdit radicalement le package ou le fait d'aller en forêt, faire paître les animaux ou même de ramasser du bois. Et c'est une époque extrêmement importante aussi pour ce qu'on appelle la proto-industrie du fer, parce que évidemment tout ce qui était verrerie, forge, etc. avait un besoin énorme en charbon de bois.
Et donc, évidemment, les grands maîtres de forge allaient ponctionner d'énormes quantités de bois, de chauffe, pour faire fonctionner cette industrie du fer. Et c'est en Ariège, évidemment, où cette guerre des demoiselles on va dire, a débuté, autour de 1830, donc 3 ans à peu près après ce deuxième code forestier, et a duré quasiment 50 ans jusqu'en 1870. Donc, pour brièvement rappeler les faits, les paysans, donc, qui, suite à l'alarme d'un des leurs qui se faisait interdire le package, donc le fait d'aller avec son troupeau en forêt pour faire paître les quelques herbes qu'il y avait en forêt, eh bien, les gardes forestiers avaient le droit d'arrêter et de réquisitionner, de prendre le troupeau de ce paysan. Et donc, ils lançaient l'alerte et les villages alentours arrivaient pour essayer d'arrêter cette perquisition, on va dire. Et donc, la guerre des demoiselles est née un peu de ça, de cette révolte paysanne qui a des traits particuliers et assez intéressants qui rejoignent justement le marronnage, où en fait, tous les rituels que cette population des montagnes avait l'habitude de créer tout au long de l'année, à travers des charivaris, des carnavals, etc., se retrouvaient justement dans cette forme de guérilla. Et donc, les demoiselles avaient l'habitude de se déguiser, par exemple, non seulement pour être anonymes et ne pas se faire reconnaître des gendarmes et des forestiers, mais aussi pour faire revivre un peu cet esprit de la forêt. Donc, ils se déguisaient en femmes, en fées, en animaux, pour se donner une certaine puissance et se donner une forme d'alliance avec la forêt. Et donc, pour moi, c'est une révolte qui est extrêmement intéressante parce qu'elle arrive à lier rituel, carnavalesque, et une forme de révolte sociale qui est extrêmement intéressante. Et d'ailleurs, je lisais hier un article sur le net, sur la guerre des demoiselles, pour un peu me remémorer ce que j'avais découvert il y a quelques années. Et quelqu'un parlait justement de cette révolte comme d'une première ZAD, zone à défendre. Parce qu'en effet, c'est une lutte territoriale donc, qui essaie de défendre des lieux précis, des lieux où les gens vivent, et qui essaie de composer avec les éléments de la nature, la forêt, etc. Et sur les camisards, je pense qu'on peut aussi faire un pont historique, un pont philosophique entre le marronnage et les camisards. Camisards, c'était début du XVIIIe siècle, dans les Cévennes, guerre de religion entre les protestants et les catholiques. Et les camisards qui étaient privés de leur culte et privés même de leur lieu de culte, ainsi que des prêtres qui étaient partis dans le refuge ou qui avaient été assassinés, eh bien, ces camisards commencent à prophétiser et donc à avoir des transes qui d'ailleurs ont été décrites amplement par des médecins à Montpellier et qui ont donné à cette forme de transe où les gens prophétisaient et annonçaient l'Apocalypse, eh bien, ils ont donné le nom de fanatisme, d'où aujourd'hui d'ailleurs l'emploi abusif du mot de fanatisme pour quelqu'un qui tient des propos entre guillemets irrationnels. Et donc c'est intéressant parce que les camisards, eux aussi, ont recours aux forêts. Donc ils sont bannis d'une certaine manière de leur culte, de leur liberté de culte, et donc ils ont recours aux forêts, aussi aux grottes, à tous les espaces qui invisibilisent d'une certaine manière, qui les rendent invisibles par rapport au pouvoir. Et il faut savoir en effet que l'aménagement du territoire dans les Cévennes, en tout cas à cette époque-là, est réellement lié à cette guerre des camisards, où en fait l'intendant Baville, qui était une sorte de préfet de l'époque, sous Louis XIV, est le premier à établir ce qu'il appelle les pénétrantes. Donc c'est les premières routes qui ont traversé ce massif plutôt impénétrable, qui est fait de vallées et de serres, comme on dit, donc de crêtes acérées. Et donc c'est le premier à avoir pensé cet aménagement comme une forme réellement de contre-insurrection. Étant donné que les camisards avaient, en tant qu'enfants du pays, avaient l'habitude et les connaissances du terrain, on va dire, eh bien, ils arrivaient à se cacher et à survivre dans la forêt. Et donc, ce qu'a établi Baville, c'est justement de pénétrer ce territoire et de le rendre visible et de faire en sorte que les camisards soient un peu, comme on dit aujourd'hui, sortir le poisson hors de l'eau, comme on parle des insurgés.
Et donc la population se retourne contre les camisards, ce qui n'a pas réussi évidemment, étant donné que toute la population était en pleine complicité avec les camisards. Et ce n'est pas étonnant qu'encore aujourd'hui, dans des manuels de contre-insurrection, quand on lit des auteurs qui s'attachent à comprendre ce qui se passe en Syrie ou en Irak, eh bien, on se réfère à la guerre des camisards, parce que justement, cette idée de forêt et de recours aux forêts, sur un fond de guerre de religion, eh bien, inspire ces experts. Donc c'est évident que le recours aux forêts, que ce soit en France, à travers l'histoire, moi j'ai trouvé dans des traces au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, eh bien, ce recours aux forêts se retrouve évidemment dans d'autres formes de lutte, comme le marronnage. Et le lien évident que je vois aujourd'hui, ce sont les luttes territoriales ou d'autres choses, de lutte écologique plus radicales. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Donc, question à Marie-Georges. Hein ? J'ai appris énormément, c'est vraiment très intéressant ce que vous disiez. Il y a beaucoup de similitudes. Ce sont des territoires différents, mais quand je vous écoute, je me dis, voilà, il y a des points communs, le territoire, les pénétrantes. Oui. Et vous qui venez de Guyane, est-ce que selon vous, ce qu'a pu dire Jean-Baptiste ou le marronnage devrait éclairer les luttes actuelles ? Est-ce qu'on a entendu parler du projet de la mine d'or ? On ne sait pas trop où ça en est, un coup c'est reporté, un coup on ne sait pas trop. Il y a eu le projet de forage de Total qui a été annulé. Tous ces projets en Guyane qui menacent la forêt amazonienne, comme on peut le voir au Brésil actuellement, est-ce que pour vous le marronnage porte peut-être quelque chose qui devrait nous inspirer Alors moi je donnerais je suis pas experte, mais c'est vrai que si je devais aujourd'hui faire un rapprochement avec ce qui se passe, avec le terme du marronnage, on n'oublie pas que ça a été une fuite, que ça a été un refus d'une situation, d'un état de fait. Ces esclaves ont cherché un ailleurs et une possibilité d'exister en dehors justement de ces dictats coloniaux. Et si je devais faire un parallèle aujourd'hui, ce serait que c'est étrange, hein, mais vous savez que la Guyane est un département, est une collectivité en sous-développement, hein, il faut dire les choses, avec des interventions financières régulières qui finalement n'amènent à rien. Aujourd'hui, tous les projets qui sont proposés pour justement créer une activité économique sont tournés autour de projets écocides. Je pense particulièrement à la déforestation et bien sûr à l'orpaillage. On a une situation catastrophique. Bon, je ne dis pas que l'État ne fait rien. Il y a quand même des avancées, des opérations harpies régulièrement, mais on a des situations législatives complètement différentes au niveau de la loi juridique. On a deux voisins, le Brésil et le Suriname, qui n'ont pas du tout les mêmes engagements écologiques et qui sont... alors le Brésil, il y a quelques accords qui sont faits, mais lorsqu'on a une opération harpie, vous avez tous vu ces images où on brûle les puits, on brûle le carburant. Bon, c'est vrai que ça génère des millions et des millions d'euros, voilà, mais... Une semaine après, moi je vous parle d'une situation que je vis régulièrement, une semaine après, ces orpailleurs à qui on a retiré la possibilité d'extraire de l'or vont s'approvisionner chez notre voisin, le Suriname, en armes, parce que souvent ça a des tournants assez extrémistes. Alors je ne jette pas la pierre au Garen Perros, parce qu'on a des histoires, en tant qu'écrivaine, on a des histoires personnelles extrêmement... difficiles. Hein. Souvent, ce sont des mafias, ce sont des gens bien organisés. Bon, mais pour en revenir à notre marronnage, moi, je dirais que le marronnage moderne pour les Guyanais, je ne peux parler que pour la Guyane, ce serait justement de s'organiser pour dire non à ces projets écocides. Il faudrait qu'il y ait une mobilisation un peu plus intense autour des manifestations qu'on organise, et peut-être
se pencher, même au plus haut niveau des autorités de la collectivité, sur ce que la forêt peut nous apporter. Lorsque les Noirs esclaves ont fui ce système, en fait, ils se sont aperçus que la forêt pouvait tout leur donner. Elle pouvait les nourrir, elle pouvait les protéger, elle pouvait leur permettre d'avoir une existence économique. Pourquoi ne pas se tourner vers notre forêt? On a des projets innovants agroforestiers, on a des projets autour de la pharmacopée traditionnelle amérindienne. D'ailleurs, on est victime de la biopiraterie. Je pense à une plante qui s'appelle le kouachi, peut-être que vous en avez entendu parler, dont les identifiants permettent de guérir plus ou moins du paludisme. Bon, ça a été confisqué, c'est un savoir amérindien, et il y en a beaucoup. Comment ? Et pourquoi ne pas se diriger vers cette forêt qui est une forêt nourricière, qui est une forêt, c'est la matrice, c'est tout. Peut-être que je suis un peu idéaliste, mais d'autres sociétés ont donné des exemples, ont prouvé que c'était possible. Pourquoi allons-nous dans le mur en toujours privilégiant des projets qui sont, pour nos populations, terribles. Tout à l'heure, on parlait avec les Amérindiens. Moi, je suis effondrée en tant que créole. Je suis créole. Je suis issue d'un groupe qui s'est approprié le territoire des Amérindiens. La Guyane a été colonisée au XVIIIe siècle, 17e, 18e par les Français. Et les Européens, les Français ont décrété que tout ce qui pouvait exister auparavant, on n'oublie pas que la Guyane était amérindienne, il y avait 30 000 nations amérindiennes, n'existait plus. Ces Amérindiens ont été spoliés, le groupe créole s'est imposé économiquement, culturellement, les Amérindiens sont en souffrance et tout le monde s'en fout. Ils ne peuvent plus consommer leurs poissons endémiques, ne peuvent plus consommer leur eau. On assiste à des malformations au niveau... On a une situation sanitaire extrêmement compliquée. Et voilà, donc pourquoi ne pas aujourd'hui privilégier les solutions qui seraient des solutions... voilà, on reviendrait vers la terre, on reviendrait vers la forêt. Un marronnage moderne, une fuite, on refuse cet état de fait qui est le nôtre aujourd'hui et on essaye d'avancer vers quelque chose de plus d'écologique, humainement. Voilà. Merci. Du coup, j'entends le sujet de la fuite et du refuge est central dans cette conférence. Comment faire en sorte que la fuite ne se transforme pas en désertion? Comment fuir tout en étant peut-être efficace contre les projets prédateurs sans devenir inopérant? Je vais d'abord revenir sur un petit point, le kouachi. Donc, qui pour moi est symptomatique d'une certaine tendance à invisibiliser l'apport des afrodescendants dans les Amériques. C'est-à-dire que moi, je soutiens complètement le combat des Amérindiens. Ce qui me pose problème, c'est l'image qu'on produit, qu'on construit, qu'on perpétue en fait en Occident de l'Amérindien, à travers notamment la notion d'autochtone. C'est-à-dire quand on entend les discours, quand on voit les affiches, quand on voit tout le marketing, on a l'impression qu'il n'y a que des Amérindiens qui habitent en Amazonie, il n'y a qu'eux qui sont impactés par ce qui se passe en Amazonie. Il faut savoir qu'il y a aussi, l'Amazonie, c'est aussi des afrodescendants. Et c'est aussi la question de l'hybridité. C'est-à-dire que vous avez un tas de communautés qui sont complètement hybrides, afro-amérindiennes ou avec des degrés variés, plus les liens en fait. Et donc la question du kouachi est intéressante parce que kouachi, vous pouvez vérifier sur Internet, kouachi, c'est un prénom de la zone Akan, Ashanti, Ani Ashanti. C'est parce que la majorité en fait des Africains, des captifs qui ont été importés par les Anglais par rapport à leur colonie du Suriname, parce que les Marrons, quand on parle de communauté marronne, de communauté Bushinengue aujourd'hui en Guyane, en fait, c'est des gens qui sont entrés en guerre
contre les autorités coloniales, contre les plantations, qui ont développé une tactique qui préfigure en fait les guérillas contemporaines, les mouvements d'indépendance qu'il y a eu dans les années 50, 60, etc., en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Nous, on parle de la décolonisation justement comme d'un programme de désordre absolu. Et ce programme de désordre absolu, ce sont d'abord les marrons qui l'ont mis en place, que ce soit dans des îles, que ce soit sur le continent, en attaquant, en faisant des razzias sur les plantations, en les brûlant, en détruisant le matériel, en prenant des armes, etc., en rendant les routes, les voies de circulation impraticables, au point de renverser en fait le rapport de force. Puisque il y a plusieurs formes de marronnage, mais si on parle des communautés marronnes, en fait, dans la plupart des cas, elles ont obtenu des tribus, des autorités coloniales qui leur versaient un tribut en armes, en outils, en tissus, etc. Hein? Non, mais je parle des Bushinengue. Des Bushinengue, c'est Suriname. Et même s'ils sont venus après en Guyane, c'est pas comparable parce que le nombre d'esclaves était très faible. Voilà, très limité. Donc c'est pas comparable. C'est plus. Si on parle de Suriname, si on parle de la Jamaïque, de Cuba, du Brésil, où là il y a des grosses, ou de Haïti aujourd'hui, où il y avait des grosses quantités d'esclaves, il y a eu la possibilité de constitution de grosses communautés marronnes. Voilà, je parle de celle-là. Donc là, vous aviez la proie, c'est-à-dire l'esclave fugitif qui se transformait en prédateur. C'est ça aussi qui est intéressant. Quand vous êtes faible, vous ne pouvez pas attaquer en terrain découvert, et c'est valable aujourd'hui. Vous devez avoir des stratégies de camouflage, des stratégies de repli, enfin bon, j'entre pas dans les détails. Mais donc, Kouachi, en fait, ce qu'on appelle le Kouachi, et vous avez un récit du capitaine Stedman, qui était le capitaine d'une expédition militaire qui a été envoyée contre les ancêtres du groupe qu'on appelle les Boni ou Aloku et qui vivent aujourd'hui en Guyane, qui sont des citoyens français. Donc, ce corps expéditionnaire, il y a le capitaine Stedman qui a écrit ce récit. Vous pouvez il est publié, il est édité, et dedans, il explique que le Kouachi a été trouvé, mis en valeur, enfin ses vertus thérapeutiques ont été mises en valeur par un esclave noir, justement arrivant de la Gold Coast, c'est-à-dire du Ghana ou Côte d'Ivoire actuelle. Voilà. Donc c'est juste pour rappeler que les afrodescendants, ce n'est pas des esclaves au départ, ce sont des humains, ils viennent, ce n'est pas des esclaves qu'on a déportés, ce sont des humains qui sont venus avec leur savoir-faire, avec leur cosmologie, avec leur spiritualité qui n'a rien à envier aux Amérindiens, aux aborigènes ou à quelques peuples, dits peuples autochtones dont on parle. Parce qu'on a l'impression, moi ça me fait un peu penser le syndrome du panda, c'est-à-dire qu'il y a juste certaines espèces qui méritent l'attention ou d'être sauvées. Non, je suis désolé. Quand vous voyez la puissance des musiques afro-diasporiques, des musiques cubaines, des musiques du Brésil, dont tu portes un insigne, Olodum, quand vous voyez toutes les musiques sur lesquelles vous dansez, que vous écoutez, je suis désolé, elles portent l'écho de ces résistances. Ce n'est pas un peuple de victimes. Il y a une spiritualité qui s'indique, qui s'exprime dans des expressions comme soul music. On n'est pas des esclaves, on n'est pas des bêtes, on a un esprit. On a une spiritualité, ou negro spiritual. Donc, il y en a un peu marre qu'on réserve en fait la spiritualité, la culture, le rapport au monde, le rapport cosmique, intime à la Terre, comme font certaines ONG qui œuvrent en Guyane, juste aux Amérindiens. Alors que vous avez par exemple les Aluku et les Wayana qui sont dans des relations intimes. Et il y a eu des échanges culturels entre eux. C'est-à-dire les Wayana ont apporté énormément aux Aluku en termes de cosmologie, de savoir-faire, de pharmacopée, etc. Et de même, les Aluku ont apporté énormément également aux Amérindiens. Donc cette notion de peuple autochtone, d'autochtonie, il faut aussi la remettre en question, la réviser et penser plutôt l'autochtonie comme un processus, une autochtonisation. Car quand vous créez une communauté marronne dans les marges de la colonie, c'est-à-dire là, pour répondre à ta question, le marronnage, ce que j'appelle le marronnage de sécession, ce n'est pas juste une simple fuite, c'est un repli. Et dans ce repli, il y a le dépli de nouvelles spatialités, de nouvelles territorialités. Il crée un territoire des ancêtres. Et aujourd'hui, quand vous allez dans les villages marrons, la première chose que vous voyez, une des premières choses que l'on peut voir dans les villages marrons, Bushinengue, c'est les fakatiki, c'est-à-dire l'hôtel des ancêtres. Parce que être esclave, c'est avoir sa ligne de vie coupée. Vous n'êtes personne, vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas de culture, vous n'êtes rien.
Hein, vous êtes juste une marchandise. Donc la première façon de se libérer, de recréer une humanité, c'est de recréer une lignée, en recréant justement un culte des ancêtres. Donc, et c'est ce que disent par exemple le processus des communautés noires en Colombie, les Afro-Colombiens, hein, qui ont réussi à obtenir les mêmes droits que les Amérindiens au Colombie au titre de l'ancestralité de leur occupation et de leur combat. Et c'est pareil au Brésil. Il y a un changement de la constitution brésilienne suite au mouvement afro-brésilien qui a permis de faire reconnaître les communautés de descendants d'esclaves rebelles, de noirs marrons, les quilombos, comme ayant eux aussi droit à des terres. Et aujourd'hui, vous avez des quilombos qui sont détruits, dévastés par les incendies, par les milices également. Mais comme les médias, les ONG, les institutions internationales n'ont pas ces catégories, n'utilisent pas ces catégories, ils ne sont pas dans le radar. Et pour moi, ça perpétue en fait une vision coloniale, une vision raciste qui continue à maintenir les afrodescendants, qui continue à maintenir les afrodescendants dans un statut d'étranger absolu qui correspond au statut d'esclave qui est dans toutes les sociétés. L'esclave, c'est l'étranger absolu, celui qui n'a pas de lignée, celui qui n'est pas bien né, qui n'est pas eugéné. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il faut réviser. Ce n'est pas du tout contre les Amérindiens, mais quand des associations en permanence disent « oui, les Amérindiens, c'est les Premières Nations, c'est les nations autochtones, bidule, etc., et n'associent pas les Bushinengués en Guyane, quelque part, ils font le jeu des intérêts d'une élite créole complice de certains intérêts miniers, complice aussi de certaines stratégies politiques. Hein, je ne parle pas du peuple créole, je parle de certaines élites. Et empêche en fait les deux communautés les plus fortes qui peuvent s'opposer contre, qui partagent le même territoire, le Maroni et d'autres, qui peuvent s'opposer en fait au projet d'extraction, ce sont les Bushinengués et les Amérindiens. Hein, ils sont aussi victimes, tous les deux, même si c'est les Amérindiens qui sont les plus victimes, hein, de ça. Et la guerre civile du Suriname, elle est née de ça aussi, du fait que le gouvernement surinamais à l'époque a monté les Amérindiens contre les Bushinengués. Voilà, c'est une petite... Non, ce que je voudrais... Ah, il a raison, il a raison. Non, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, je peux revenir à ton sujet d'aujourd'hui, on constate que les communautés Bushinengués se rapprochent des communautés amérindiennes. Voilà. Il y a eu à un moment donné, effectivement, une antinomie qui a été créée de toutes pièces. On n'oublie pas quand même que les colons blancs, quand ils devaient partir à la recherche des esclaves qui avaient fui, enrôler, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, des Amérindiens, ça a suscité pendant un certain temps une espèce d'animosité, moi je suis créole, vis-à-vis des Amérindiens. On sait aujourd'hui que les Amérindiens ont aidé les fugitifs à survivre et réciproquement, il y a eu vraiment une solidarité extrêmement forte. Et aujourd'hui, qui porte le combat justement contre leur paillage? Eh bien, ce sont bien les Bushinengués, ce sont les plus impactés et également les Amérindiens. Les créoles, à la limite, sont dans une espèce de suivisme qui est assez désarmant, mais c'est vrai que les populations aujourd'hui qui se battent pour que notre territoire soit entre guillemets un peu plus propre, ce sont effectivement les Bushinengués, les Aloukou, les Boni, qui vivent eux aussi, qui sont à part, des Guyanais à part, et ça c'est terrible. On n'a pas le temps, mais il faudrait que je vous explique les nuances et le fossé qui existe entre un Guyanais Bushinengué et un Guyanais du littoral, un Amérindien et un Guyanais du littoral. C'est fou, on crée des dissensions complètement, je dirais, idiotes et inutiles entre des populations qui vivent sur un même territoire. Et effectivement, je suis contente que tu aies remis ça sur le tapis, parce que voilà, il ne faut pas parler de territoire amérindien, il faut parler de globalité, il faut parler de toutes les populations qui vivent sur ce territoire. Merci. Alors, peut-être une dernière question avant de passer au public pour qu'on ait une petite demi-heure d'échange. Donc avec tout ce qui a été dit, moi j'aimerais bien revenir sur le contexte métropolitain français. Est-ce qu'au final, prendre la forêt, prendre les montagnes pour résister, c'est pas aussi être pris par elles, être pris par la montagne, être pris par les forêts? On a souvent
fait remarquer qu'au sein de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y avait une certaine recomposition à l'œuvre entre les humains et les non-humains. Est-ce que vous avez, Jean-Baptiste par exemple, est-ce que vous avez pu observer cela au sein de Notre-Dame-des-Landes ou même lorsque vous avez étudié l'histoire passée de... Oui, en fait, on rentre complètement dans cette problématique-là et Denethème l'a très bien dit. En fait, le problème fondamental de la pensée occidentale et même de la métaphysique occidentale, c'est l'identité. Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme mon espèce de masque social, etc. Et aujourd'hui, tous les processus de gouvernementalité, comme m'aurait dit Foucault, sont des processus d'identification. Je suis anarchiste, je suis vegan, je suis écologiste, etc. etc. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin du contraire, en fait. On n'a pas besoin de processus d'identification, on a besoin de processus d'hybridation, de ne plus savoir tellement qui on est. Parce que le pouvoir, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de pouvoir dire, dans telle manifestation, lui, c'est un casseur, lui, c'est un gilet jaune, lui, c'est un anarchiste infiltré, etc. Donc tout le fantasme de l'identification policière fonctionne par ça. Et le profilage, évidemment, je ne vous apprends rien, sur les réseaux sociaux, Facebook, etc., fonctionne aussi comme ça, par identification. Donc je ne dis pas qu'il faut ne pas avoir d'identité, je dis simplement que dans le processus de pouvoir tel qu'on le vit aujourd'hui, cette identité, enfin, les processus d'identification sont problématiques. Après, sur les luttes territoriales, il faudra encore définir ce qu'on entend par lutte territoriale ou lutte de territoire. Parce que je pense que j'ai l'impression que parfois, il y a une espèce d'évolution, comme qui dirait, sociologique. Après les luttes de classe, on se trouve en face de luttes de place, puis maintenant en face de luttes territoriales, comme si c'était presque naturel et automatique. Non, il n'y a pas un territoire qui serait là, né depuis toujours, comme tu disais par exemple par rapport aussi à l'idée d'autochtonie. Il n'y a pas un territoire qui est là et où les gens se seraient investis pour le défendre. En fait, comme tu laissais de le manifester dans ta question, Damien, l'idée c'est comment on est pris par les choses et comment en fait le territoire nous prend aussi. Moi personnellement, je suis belge, ça fait 15 ans que je vis en France. Pourtant, j'ai l'impression que là où je vis, je suis pris par le territoire, même si je ne suis pas français ni aveyronnais, etc. Néanmoins, j'ai l'impression qu'en défendant ce territoire-là, en l'occurrence le sud d'Aveyron contre un projet d'EDF, de méga transformateur, eh bien, j'ai l'impression que je suis imprégné de sa tradition. D'ailleurs, il y a eu des enfants sauvages, un enfant sauvage, Victor de l'Aveyron, etc., qui a eu recours aussi aux forêts pour se cacher, et ça fait toute une polémique du statut d'un enfant retrouvé à l'âge de 7 ans dans les forêts. Est-ce que c'est un sauvage ou est-ce que c'est un civilisé? Donc on a eu la bonne idée de le confier à un docteur qui essaie de lui apprendre la langue française, la langue des humains, et ça n'a pas marché. Petit à petit, évidemment, ça a pris, mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'un enfant laissé à l'état de nature, comme dirait Hobbes, voilà, ça a posé beaucoup de problèmes pour le monde occidental, du fait même qu'il ne puisse pas parler et qu'il marche à 4 pattes quasiment. Bref, c'était pour la petite parenthèse, mais je veux dire que le fait de vivre quelque part à un moment donné, ça implique des choses sur notre être. Et donc, voilà, avec quelques amis, à un moment donné, quand on a commencé à réfléchir toutes ces questions de territoire, on s'est dit, ben, en fait, on habite les lieux comme les lieux nous habitent. C'est quelque chose d'absolument réciproque. Et le recours aux forêts, que ce soit dans le marronnage historiquement ou aujourd'hui dans cette idée de fuite et de sécession marronne, eh bien, c'est évident que c'est ça. On ne peut pas penser la désertion ou des formes de lutte plus radicales si on n'est pas imprégné du monde qu'on prétend défendre. Et donc, il y a aussi une espèce de limite à tous les discours écologistes aujourd'hui. J'ai l'impression, et je pense qu'il y a une espèce de brèche là qui peut-être dans les années à venir va encore s'agrandir, qui dit que voilà, l'écologie, ça serait une espèce de gestion à distance du monde. Et on a tous les outils, d'ailleurs, technologiques, etc., high-tech, pour sortir de l'impasse dans laquelle ce système nous a mis. En fait, non. L'impasse de ce système, ce n'est pas la high-tech ou autre chose. L'impasse de ce système, c'est le système lui-même. C'est de sortir de ce système qu'il faut faire, comme les esclaves d'ailleurs. Ce n'est pas essayer de magouiller quelques
ou de quémander quelques droits, comme le font certaines associations, justement sur le climat, etc., de demander justice climatique au gouvernement, alors que c'est les gouvernements qui sont responsables de la catastrophe dans laquelle on se trouve. Et donc j'ai l'impression que les clivages écologistes entre, d'un côté, écologie de gouvernement, et je vous rappelle que tout le débat, le grand débat de Macron a été quand même bien imprégné par cette écologie, on va dire, managériale, hein, donc, ou d'industrie, enfin d'écologie industrielle. Donc comment, dans les territoires, faire en sorte que toutes les composants de l'écosystème, désolé, écosystème Darwin, que tout l'écosystème industriel va fonctionner avec les gens qui, évidemment, bénévolement, vont venir planter des éoliennes partout, etc. Enfin, j'exagère le trait, mais c'est un peu l'idée de ce management poussé à l'extrême. Entre ça, d'un côté, et une écologie sensible, je dirais, ou une écologie populaire qui part de la base et qui part de notre quotidien, de se dire, mais non, c'est pas simplement en triant mes déchets et en roulant en trottinette électrique dans le centre de Bordeaux que je vais résoudre l'espèce d'énorme problème qu'on a en face de nous. Et ce n'est pas tellement un problème, c'est plutôt même une catastrophe, voire un effondrement de la civilisation. Donc voilà, il y a des pistes un peu qui ont été ouvertes, notamment, j'en suis convaincu, par le mouvement des Gilets jaunes, et c'est pas fini, justement dans cette espèce d'écologie populaire, de gens qui depuis des années, même si ils ont un côté très beauf, entre guillemets, font leur potager, ont un rapport sensible à la communauté de leur père, etc. Et les ronds-points, en effet, ont pu ressembler à certains moments, même très radicalement, à des ZAD, à une espèce de confrérie qui s'invente au jour le jour, et où justement ces formes d'hybridité et de composition des mondes eh bien, a pu agir d'une manière plutôt intéressante, et pas du tout dans des grands discours qui, de loin, assis dans un bureau quelque part à l'Élysée, vont définir quel type d'industrie sera écologique ou pas, et quel type de comportement chaque individu devra opérer pour faire une soi-disant transition. On n'a pas besoin de transition, on a besoin d'une rupture. Une rupture avec ce système. Il n'y a pas de transition dans ce système. Donc merci beaucoup Jean-Baptiste. On ne s'était pas dit à l'avance que je pouvais parler de la Masada. Donc je peux en parler, j'imagine, puisque tu l'as évoqué. Donc voilà, bon, Jean-Baptiste lutte à la Masada, qui est une zone à défendre dans le sud d'Aveyron, comme il l'a dit, contre un projet de méga transformateur et d'éoliennes industrielles de l'entreprise RTE. Donc voilà, je vous encourage à vous renseigner sur ce lieu si ça vous intéresse. Merci à tous les trois. Et à toutes les trois. On va passer le micro dans la salle, donc on va sans doute, enfin on va pas sans doute, on va respecter la parité si elle donc voilà. Ouais, moi j'ai une question très courte. On va. Pour Est-ce que vous avez pas de... Monsieur Vidalou notamment, pour toi, ce serait quoi en fait habiter la ville? Parce qu'on parle beaucoup de territoire, de forêt, mais en fait, habiter le territoire quand tu es en ville, c'est aussi habiter la ville, et la rupture qui pourrait se faire en ville, pour toi, ce serait quoi dans l'habiter? Et du coup, dans ton rapport au monde et dans ce qui t'entoure en milieu citadin. Ma question, c'était... Là, on m'entend mieux? Ma question, c'était, pour toi, ce serait quoi habiter la ville? Parce qu'on a beaucoup parlé d'habitat sur des territoires plus en campagne, en milieu ruraux. Et du coup, je voudrais savoir pour toi ce que c'était habiter la ville et du coup la lutte dans la ville. Il y a un auteur intéressant sur lequel je me base, et Denetem aussi, bon, qui était un auteur fasciste allemand, il faut le dire, hein, qui s'appelait Ernst Junger et qui en 1950 écrit un livre qui s'appelle le traité du rebelle, sous-titré « Ou le recours aux forêts ». Et il disait bien que le recours aux forêts pouvait se faire à la fois dans les forêts, les déserts, les marais ou dans les villes. C'est-à-dire qu'il avait une conception assez particulière
ce recours. Et il le définissait comme justement une zone de refuge qui pouvait, pendant un moment, qui permettait à un groupe de réfugiés de récupérer des forces, mais de ne pas s'asseoir, entre guillemets, sur ce refuge, mais d'être capable d'attaquer en retour le système esclavagiste dans le cas des Marrons, ou le système colonial, etc. Enfin, bon, lui ne parlait pas de ça, évidemment, mais c'est l'idée d'un peu de sortir de la société sans sortir du monde, dans le sens, non pas créer des oasis, ou en tout cas peut-être créer des oasis pendant un certain temps, mais d'être capable, depuis ces oasis, de mener une guerre en retour face au désert, quoi. Face au désert du réel, comme disaient certains. Mais voilà, c'est un peu l'idée de se créer des zones un peu où on peut respirer, comme sont les ZAD, comme sont parfois des squats, ou comme peut être une manifestation, peu importe, ou des groupes de parole non mixtes, des zones où on se sent à l'aise, où on peut récupérer des forces vives et depuis là mener des formes d'offensive. Et pour répondre plus particulièrement à ta question, je pense que déjà on peut mettre en doute l'idée même de ville, qui aujourd'hui, quand on voit les processus d'urbanisation qui sont dans toutes les têtes, autour des gares, que ce soit Toulouse, ce matin dont je viens, j'arrive ici, Bordeaux c'est pareil, une espèce de folie de l'aménagement. Et en fait, est-ce qu'on peut encore parler de ville? Est-ce qu'on ne devrait pas parler justement de métropole, dans le sens fort du terme, et qu'on se trouve face à des énormes ensembles de dispositifs de contrôle qui sont extrêmement larges, et où là justement, il faut savoir jouer des dispositifs de surveillance. Je sais par exemple à Marseille, il y a une lutte qui est en train de se mener contre, à la Plaine, Cours Julien, où ils essaient ils sont déjà en train de bétonner et de faire une espèce de parking géant à un lieu qui servait de marché, etc., où les gens se retrouvaient le soir, où il y a une espèce de culture populaire. Eh bien, ils ont évidemment mis directement une enceinte en béton, un mur en béton, ils ont mis des caméras, etc. Et une des premières actions menées par les collectifs qui tentent de s'opposer à ce projet-là, évidemment, c'était d'abattre, en tout cas d'essayer d'abattre, ils n'ont pas réussi complètement, d'abattre une partie du mur et de faire tomber les caméras de vidéosurveillance. Et c'est exactement la même technique qui aujourd'hui sont en train d'être appliquées à Hong Kong, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières images, mais les gens non seulement se masquent, où l'idée du black bloc, l'espèce de fantasme pareil des polices internationales, a plus tellement de valeur. Tout le monde est masqué, c'est simplement l'habitude de fait. Face à un pouvoir qui veut visibiliser, il faut s'invisibiliser. Et donc, ils ont toutes des méthodes, etc. Et une des méthodes, c'est de découper à la scie circulaire, à batterie, les poteaux qui portent les caméras de vidéosurveillance. Et d'après, joyeusement fracturer au sol ces caméras de vidéosurveillance. Donc voilà, c'est des exemples parmi d'autres. Ce n'est pas quelque chose qui, au quotidien, évidemment, est vivable. Néanmoins, voilà, je pense que si on se situe dans cette perspective-là de zone d'opacité offensive, eh bien, on peut trouver ou fabriquer ça aussi en ville. Et il y a des choses aussi très intéressantes qui sont au niveau même potager, etc., sur les toits, des espèces d'interstices, ou ce que certains géographes appellent le tiers-lieu, où justement, que ce soit à la campagne ou dans les villes, il y a cette espèce de zones qui sont libres finalement, où on peut recomposer une espèce de solidarité avec les gens du quartier et avec un certain lien, pas à la nature, mais à un certain lien avec une production, que ce soit maraîchère ou autre. Oui, rapidement. C'est juste pour... parce qu'il ne faudrait pas qu'on croie que limiter le marronnage aux forêts... non. C'est d'ailleurs ce qui a permis le renouvellement du mouvement afro-brésilien. C'est la question du quilombo. Hein. Et le quilombo, d'emblée, ils l'ont pensé de façon contemporaine. C'est-à-dire Abdias Nascimento, c'est le leader, c'est celui qui crée une forme de panafricanisme brésilien. Hein. Il pense le quilombo justement comme
non seulement un espace, comme une mémoire, et aussi comme un rapport au vivant, à la nature. Et aujourd'hui, vous avez des espaces, par exemple à Sao Paulo où je suis allé, moi j'ai rencontré le leader d'un quilombo urbain. Il y a des quilombos urbains, il y a des quilombos dans les villes, donc c'est pas réservé aux forêts, où là ils font de la permaculture, ils font des concerts, ils font des affiches, ils font des tracts, ils font de l'activité politique, des échanges, des soutiens, et ce que j'appelle même du cyberquilombisme, parce que par exemple T.C. Silva, qui est un des fondateurs du Teatro Negro, qui a été piqué en fait par Augusto Boal, enfin récupéré sous le nom de Théâtre de l'opprimé. Et ils ont développé par Internet tout un réseau de partage de vidéos, de musique, de radio, de web TV, et tout ça sous la forme d'un quilombo. Et ça fédère en fait non seulement des quilombos afrodescendants, mais aussi des communautés amérindiennes. Moi, je les ai accompagnés dans une communauté guarani, où en fait justement T.C. Silva, qui venait de Sao Paulo, la plus grosse ville du Brésil, apportait des semences en fait aux Indiens Guarani en lutte justement contre des processus d'expropriation. Un autre exemple au Nigeria, un exemple plus vieux, mais qui est lié aussi à la musique, Fela, il a créé ce que j'appelle aussi une communauté marronne, un quilombo, la Kalakuta République. Hein. Il a désigné justement Kalakuta, ce territoire urbain, du nom de la cellule dans laquelle on a incarcéré. Et ce quilombo, enfin cette communauté alternative afro-anarchique, entre guillemets, a été attaquée à plusieurs reprises par 1000 personnes, enfin par 1000 soldats, etc. Enfin, pour vous dire que c'est des questions actuelles. Et aujourd'hui au Sénégal ou au Burkina Faso, c'est aussi pour rappeler que des fois on aimerait bien que les radicaux, entre guillemets, les alternatifs de France se préoccupent aussi non seulement du Mexique, non seulement de l'Amérique du Sud, etc. Parce que je comprends, moi j'adore les zapatistes, mais qu'ils aillent parfois dans les territoires qui sont les plus sous influence française. Hein, parce qu'on ne peut pas lutter contre le nucléaire à Bure sans lutter non plus contre ce qui se passe au Niger. Où on ne peut pas lutter contre la politique de Total ou de Bolloré, etc. en France, sans lutter non plus en Afrique, là où ces multinationales ont pris leur puissance et continuent, en fait, depuis cette implantation, à s'attaquer à d'autres marchés au Brésil ou partout dans le monde. Merci. Moi, je suis brésilienne de São Paulo. Et je voulais juste donner quelques informations par rapport à ce qui s'est passé en 1888, quand la libération de l'esclavage était faite n'importe comment, c'est-à-dire que personne s'en occupait de ces nouveaux hommes libres. Ils sont partis en ville, ils sont allés fonder les favelas autour de Rio, là où ils pouvaient. Tandis que les Blancs, les propriétaires fermiers, parce que c'était le café, la principale source économique de l'époque, ils étaient indemnisés. Et après, ce même empereur, Dom Pedro II, il a fait venir des colonies étrangères pour peupler ce sud du Brésil, qu'il avait des peuples extrêmement résistants, farouches, qui ne voulaient pas céder à la colonisation. Donc on comprend pourquoi beaucoup de nazistes sont arrivés au sud du Brésil. Et après aussi, par rapport je crois que le mode de vie des Amérindiens et des Quilombos, ils ne sont pas pareils. Vous parlez des peuples caboclos, ribeirinhos, donc des gens qui habitent autour des fleuves Amazonie. Ils font la culture de subsistance. Ils vont planter le maïs, l'haricot, le manioc, tandis que les Indiens, quand ils sont vraiment au cœur de l'Amazonie, ils ont besoin de larges espaces dû à la diversification de cette forêt. Il n'y a pas de deux arbres qui ont le même fruit sans parcourir des kilomètres. Donc, ils ont besoin de ces larges espaces. C'est pour ça que, pour moi, les Amérindiens, c'est encore préserver cet espace naturel. Ils ne sont pas dans la culture de manioc. Ils vont chercher le manioc, ils vont chercher le poisson. Donc, ils vivent encore des cueillettes.
Donc pour moi, c'est une grande différence entre les quilombos, les ribeirinhos, les caboclos et la façon de vivre des Amérindiens. Oui, bonjour. J'aimerais vous poser une question, s'il vous plaît. Quand vous dites non, qu'il ne faut pas parler de transition énergétique, mais qu'il faut une rupture avec ce système, oui, je m'adresse à vous. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, si vous envisagez une rupture brutale. Et d'abord, avec quel système? Parce qu'il faut s'entendre déjà sur ce quoi on parle. Si vous entendez parler du système d'industrialisation, production massive, c'est une évidence, puisque c'est ça qui, en écologie, va contribuer à l'appauvrissement, l'industrialisation. Par exemple, en Amazonie, c'est la déforestation industrielle, tous ces grands trucs. Alors, du dur, si vous êtes dit, oui, il faut une rupture avec ce système, oui, mais moi, je réfléchis et je me dis, mais il y a des millions de gens qui sont devenus dépendants de ce système. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus se nourrir. En ville, les gens, qu'est-ce qu'ils vont? Ils savent même plus ce que c'est que de tuer un animal, d'aller dans la forêt, que de chasser un animal, que de le tuer, que de mettre ses mains dans le sang pour manger son morceau de viande. Ils savent plus, bon, pour les véganes, bon, ils se remettent à cultiver justement, ils ont compris, ils se remettent à cultiver. Mais il y a des millions de gens sont dépendants pour plein de choses. Regardez les hôpitaux, regardez, voilà, il faut une voiture pour aller à l'hôpital, etc., etc. Et donc, une rupture brutale ne peut pas se faire. Ça va entraîner en conséquence la mort de millions de gens qui vivent dans les villes, qui sont complètement dépendants. Et donc, c'est pour ça que moi, je trouve que le terme transition énergétique est bien adapté, parce que on ne peut pas faire une rupture brutale comme ça. Enfin, ça me paraît une catastrophe, quoi. Oui, je suis en partie d'accord avec vous. Peut-être qu'on s'est mal compris sur le terme de rupture. Moi, je pensais plus à une rupture idéologique avec le système. Après, on voit bien comment le terme de transition est instrumentalisé par le pouvoir lui-même, dans le sens où voilà, c'est un peu la transition pour que rien ne change, quoi. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'avais envie de préciser, c'est sur l'idée d'effondrement. C'est quand même une idée qui est fort à la mode, popularisée par quelqu'un que j'aime bien d'ailleurs, Pablo Servigne, qui a écrit plusieurs bouquins là-dessus et qui est très actif sur les réseaux sociaux et ailleurs. Ils sont d'ailleurs en train de créer des communautés, là, en ce moment, de voir comment, justement, entre collapsologues, comme ils s'appellent, donc gens qui pensent le collapse, donc l'effondrement, de créer des communautés rurales, pour le coup, je ne sais pas si on a en ville, où, justement, tout est repensé au niveau extrêmement local, au niveau agriculture, agroforesterie, permaculture, énergie, etc. Je ne sais pas ce que ça va donner, je pense que c'est le début, et eux ne savent pas trop non plus où ils vont. Simplement, il y a quand même des exemples d'actions politiques dans le passé et encore aujourd'hui. Et pour moi, j'ai l'impression que les ZAD, parce qu'on parle toujours de Notre-Dame-des-Landes, mais il y a beaucoup de zones à défendre, et au-delà, plein de mouvements sociaux ont repris cette idée-là d'une crise du système capitaliste aujourd'hui, et ils ont pris cette question-là à bras-le-corps. Après, on a toujours cette espèce d'idée que ça va être un cataclysme social, etc. Ça, c'est un peu l'idée que le pouvoir veut nous faire peur avec ça, donc une espèce d'idée de chaos total, etc. Évidemment que si on reste tous chez soi à regarder la télé, s'il y aura encore de la télé, de voir les centrales exploser, des émeutes partout, pour aller grappiller quelques restes de nourriture dans les supermarchés, évidemment, ce n'est pas très enviable ni désirable. C'est justement à ces imaginaires autres qu'il faut travailler. Et c'est ce que Pablo Servigne dit un peu aussi, tenant compte de cette réalité qui est déjà là de l'effondrement, et un effondrement qui a peut-être déjà commencé avec le début de l'industrialisation, donc peut-être déjà il y a 200, 300 ans, parce que voilà, on est seulement maintenant en train de payer les pots cassés d'une certaine manière, et ça n'ira que vers une exponentielle. Bien, face à cet effondrement qui a déjà eu lieu, d'une certaine manière, il faut s'organiser. C'est plutôt sur cette option-là, qui est non pas l'option survivaliste, individuelle, chacun dans son bunker, armé, avec 3 mois de réserve de nourriture et un 4x4 et je ne sais pas combien de litres d'essence pour perdurer quelques jours
face à des zombies affamés, etc. Ce qui est complètement absurde. Et donc, face à cette option-là qui n'est pas très désirable, comment en fait reconstituer du lien social, sortir de l'écran, l'idée même d'être toujours connecté, sortir de cette idée-là, refaire des choses avec ses voisins, simplement voilà, partir d'où on vit et d'essayer de voir en fait finalement comment est-ce qu'on peut réagencer des affinités, qu'elles soient politiques, affectives. Je pense que tout ça est lié et de mettre à mal ce système qui va lui-même à l'effondrement. C'est plutôt ça l'idée. Et donc, moi, ce qui m'embête avec cette idée de transition, c'est qu'on dit Madame, Monsieur, restez bien tranquille chez vous, triez vos déchets, achetez une voiture électrique, tout ira bien, le gouvernement s'occupe de tout. Alors que ça, on le sait bien, ça n'arrivera pas. Le gouvernement ne peut pas s'occuper de tout physiquement, matériellement. Et les historiens qui sont penchés, par exemple, sur la chute de Rome, l'effondrement de l'Empire romain, ont bien vu que plus les réseaux des infrastructures sont larges, gigantesques, plus elles sont faibles. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la même configuration. Pensez aux réseaux électriques, etc. Plus on est sur des systèmes techniques, des systèmes technologiques larges et interdépendants, plus ils sont fragiles. Et plus les humains qui les pilotent, ou en tout cas les quelques rares humains qui sont censés les piloter, parce qu'aujourd'hui, tout est automatisé par des algorithmes, eh bien, voilà, ces systèmes sont très fragiles. Donc il faut revenir sur Terre. Bruno Latour, il y a quelque chose d'assez important, je trouve, qui dit, c'est descendre sur Terre, dans le sens, non pas la Terre de nos ancêtres, c'est pas ça, mais le sol terrestre, d'où partent notre être, finalement. Et partons de là, quoi. Partons de ce qu'on a autour de nous, très localement. Et en agissant comme ça répondra d'emblée à la question globale du réchauffement climatique, etc. Alors, nous allons prendre une dernière question qui doit être brève, s'il vous plaît. Oui. Parce qu'après, on doit vider la caserne, en fait. Donc, c'est pour ça. Bonjour, je m'appelle Yves, j'ai vécu 15 ans à Notre-Dame-des-Landes. C'était juste pour dire que j'étais assez d'accord, mais qu'à Notre-Dame-des-Landes, il y a d'autres problématiques qui se posent. Parce que, comme dit Harari, quand il y a des groupes de plus de 150 personnes, voilà, il y a toujours un chef qui veut décider pour les autres. Ma question, elle est simple. Ayant un peu voyagé, beaucoup lu, je voudrais savoir si c'est Ella Maillard, finalement, qui n'avait pas raison, et les nomades qui n'avaient pas raison. Est-ce qu'au-delà du capitalisme, ce n'est pas la propriété qui pose problème? C'est simple comme question. La question s'adresse à qui veut y répondre? C'est ça? Je sais pas si on a d'autres questions, malheureusement. C'est la fin de journée pour Oui, je pense que ce n'est pas la propriété en général. Je pense que c'est la propriété privée en particulier. Bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais Marx en parle bien et bien d'autres penseurs. C'est en fait la propriété dans son rapport au travail, c'est-à-dire et au capital, en tant que travail d'appropriation, en tant qu'expropriation qui a été nécessaire pour ce que Marx appelle l'accumulation primitive, l'expropriation à travers les enclosures, par exemple en Europe, des paysans, l'expropriation, la destruction des communs, hein, notamment. Et j'aimerais juste terminer sur, puisque le sujet, c'est aussi le déracinement, l'Amazonie. Il faut quand même qu'on parle de la plantation. Parce qu'on parle de l'esclavage en général. Bon, il y a trop peu de temps, bon, c'est trop court ce qu'on a fait. Mais on parle souvent d'anthropocène, voire de capitalocène. Vous avez des auteurs comme Anna Tsing ou comme Donna Haraway, ou enfin encore d'autres, qui rapportent plutôt ce que nous vivons aujourd'hui. La matrice, une grande partie de la matrice de la dévastation que nous connaissons aujourd'hui, c'est plutôt la plantation, le plantationocène, hein, puisque c'est à ce moment-là que va naître en fait ce régime de culture qui est une monoculture, hein, où on va déraciner des plantes, mais déraciner aussi des hommes
pour les mettre dans des dispositifs où ne seront cultivés que, par exemple, de la canne à sucre. Ça commence avec la canne à sucre. Hein, en détruisant les agencements interspécifiques, enfin, les relations, parce que toute plante vit avec d'autres plantes. Donc c'est ça l'invention de l'agro-industrie, elle commence avec la plantation. Et les premières plantations voient le jour, non pas dans les Amériques, hein, tout comme l'esclavage colonial ne naît pas dans les Amériques, mais dans les îles africaines de l'Atlantique. Hein, que ce soit le Cap-Vert, que ce soit Madère, et en particulier Sao Tomé. Et c'est à la suite, justement, pour revenir à cette histoire de marron, d'une insurrection terrible, l'insurrection menée par Amador, qui préfigure un peu ce qui va se passer à Saint-Domingue, ou même l'insurrection de Bonny, qui voulait détruire complètement, non pas seulement libérer les siens, mais détruire le système esclavagiste. Et c'est à la suite de cette destruction, même s'il va mourir, que les Portugais vont transférer en fait ce dispositif de la plantation, qui est en fait à la base de l'agro-industrie que nous connaissons aujourd'hui, et qui va la transférer en fait au Brésil, voilà, où ça va être perfectionné. Et le déracinement, il est valable aussi pour les hommes. C'est-à-dire que le pionnier de la condition de l'homme moderne, c'est aussi le nègre en tant qu'humanité en stock. Hein, donc qu'on va évaluer, qu'on va pouvoir convertir en sucre, en coton, en monnaie, etc. etc. Et de même qu'on crée des terres sans mémoire, des terres sans... On peut transposer la plantation n'importe où, on peut transposer en fait les esclaves et les prolétaires, hein, puisque en fait l'esclave c'est juste un prolétaire intégral, et les chaînes dont parle Marx, quand il dit vous n'avez à perdre que vos chaînes, les premiers ce sont les esclaves, ce sont les Africains déportés qui les ont testés. Hein, et c'est en référence à ça que parle Marx. Voilà. Et aussi, l'intérêt aussi de l'expérience, il ne s'agit pas de ce morfond, on ne vous demande pas d'être dans une culpabilité de l'homme blanc, ça c'est fatigant. L'intérêt en fait de ces histoires-là, c'est de voir comment, en fait, comme pour les Amérindiens, ils ont vécu, ils ont fait face à la catastrophe, à la fin de leur monde, à l'effondrement de leur monde, puisqu'ils vivaient en Afrique, ils vivaient avec des cosmologies, ils avaient des ancêtres. Et de même pour les Amérindiens, quand ils parlent de la colonisation, ils ne parlent pas de découverte, ils parlent de la chute du ciel, comme David Kopenawa, ils parlent de la brisure du ciel, de la mort des dieux. Hein. Donc il faudrait aussi remettre en question une certaine écologie qui a tendance à reconduire la mission civilisatrice sous la forme d'une mission, apprendre en fait aux indigènes comment ils doivent prendre soin de leurs terres, etc., et se mettre davantage en fait à l'écoute de ces peuples, à l'écoute de ces expériences. Voilà. Merci beaucoup. Oh, pardon. Donc, merci à tous les trois d'être venus et de nous d'avoir parlé sur ce sujet de la forêt de dernier refuge à liberté. Merci à vous toutes et tous. Les textes qui vous ont été distribués n'étaient pas prévus. Donc voilà, on n'a pas empêché les gens qui les distribuaient de le faire, mais voilà, en tout cas, ce n'est pas l'initiative des organisateurs de cette conférence d'avoir distribué ce texte. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention et à demain pour de nouvelles conférences. Merci.